Bonjour, Monsieur Farid Yendous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes expert en conduite du changement. Vous êtes également directeur exécutif du cabinet international Trusted Advisor. Tout à fait. Vous avez publié une étude sur la transformation digitale des banques en Afrique du Nord. Que signifie exactement la transformation pour vous? Alors, déjà par rapport à le terme transformation, c'est clairement l'aboutissement d'un effort de changement. Et donc, quand on parle de gestion de transformation, on fait référence à un livrable associé à un effort interne de conduite de changement, Oui. soit un changement voulu ou un changement qui nous a été imposé d'une façon ou d'une autre. Dans le cadre des entreprises, le changement dans lequel baigne tout type d'acteurs et la transformation digitale des clients, Oui. qui impactent leur façon d'opérer, leur façon de s'organiser en interne et leur façon de servir ses clients. En fin de compte, l'histoire de transformation digitale des entreprises est une résultante soit d'une façon réactive à des changements au niveau des clients ou d'une façon proactive qui essaye d'aller au-delà des dogmes organisationnels et de créer la différence. Effectivement, on observe une prise de conscience des banques par rapport à la transformation digitale, un engagement de plus en plus fort. Le sujet de notre étude que vous aviez abordé il y a quelques instants était d'explorer depuis la première édition. Alors aujourd'hui, on est dans le cadre de la deuxième édition. Notre objectif était d'explorer les pratiques, les projets et les dynamiques transformationnelles au sein du secteur bancaire. Et donc, la prise de conscience, elle a été appréciée, mesurée, suivie depuis pratiquement 2 ans. La première édition de l'étude a prouvé qu'il y a énormément de projets. On avait annoncé un nombre d'environ une centaine par acteur bancaire, de projets de transformation. Aujourd'hui, on reste plus ou moins dans les mêmes chiffres. Par contre, quand on a élargi le périmètre de notre étude pour aller à l'Afrique du Nord au lieu du Maroc uniquement, donc l'idée c'est qu'on a pu apprécier des dynamiques un peu plus en détail. Et donc la prise de conscience, elle est là. Le terme transformation et transformation digitale sont bien présents, installés. Les gens sont sensibilisés au niveau du top management. Là, le travail à faire, il va au-delà, à savoir faire bouger toutes des organisations pour aller dans le sens des transformations. Donc, on comprend par là que la transformation digitale n'est pas un simple processus, un simple process. Elle nécessite de repenser en profondeur et en permanence les outils. Exact, tout à fait. Alors, vous avez utilisé 2 mots très importants, en profondeur et en permanence. Oui. En profondeur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La prise de conscience, elle est au niveau du top management, parfois au niveau du management intermédiaire et même parfois au niveau des collaborateurs. Mais l'idée, c'est que vu que ces organisations, c'est aussi des réseaux sociaux très bien maillés, et ça engendre aussi des inerties par rapport aux façons de réaliser, de la façon avec laquelle les gens travaillent, la façon avec laquelle les gens innovent, adoptent les outils, les services et aussi servent les clients. Et donc, en fin de compte, ce n'est pas des entreprises et ce n'est pas des organisations simples, c'est des maillages organisationnels qui font que driver des transformations, ce n'est pas uniquement une question de personnes et de volonté de top management, c'est aussi une question et de capacité à driver toutes des organisations complexes derrière des volontés et des visions. C'est là où le travail des experts en conduite de changement et de transformation vient pour engager mieux les parties prenantes, que ce soit parfois des parties prenantes externes ou des parties prenantes internes. Et parlez-nous, M. Yendous, des enjeux actuels et futurs de la transformation digitale. Tout à fait. Alors, l'idée par rapport à cette édition liée à notre étude, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller plus en profondeur et de faire plus de benchmarking en allant vers plus d'acteurs.
l'idée, c'était aussi de confirmer des tendances clés liées aux enjeux. Alors, ce que nous appelons clairement enjeux, c'est des préoccupations majeures, c'est des questions clés qui se posent aux dirigeants, aux managers et aux cadres qui gèrent ou qui travaillent au sein des acteurs du secteur bancaire. Alors, un enjeu, c'est une préoccupation majeure sur laquelle il faudrait vraiment se pencher pendant cette année. Nous avions identifié un certain nombre que nous exposons dans le cadre d'un rapport qui est tout à fait gratuit, qui est disponible en téléchargement sur le site transformersawards.com. Ouais. L'idée, c'est que le rapport, il présente, comme j'ai dit, ces enjeux. Alors, je peux vous les décrire brièvement, ou plutôt un certain nombre. Alors, un premier enjeu, c'est qui correspond à un constat relatif au fait qu'on a vu un mouvement de lancement d'énormément de structures agiles au sein du secteur bancaire, qu'on appelle parfois des digital factories, et qui ont un argument fort derrière leur existence, à savoir la rapidité et l'agilité par rapport à la façon avec laquelle on déploie des produits. Alors l'idée et l'enjeu principal n'est pas uniquement de mettre en place ces structures, mais d'assurer leur intégration fluide avec les structures existantes. L'intégration fluide, c'est qu'il y a des organisations existantes liées à l'exploitation du réseau, plutôt l'exploitation du core banking, à l'exploitation de l'existant, qui est très lourd, qui date parfois d'une vingtaine d'années. Et il y a aussi des gens qui gèrent cet existant, qui gèrent les opérations en cours. Il y a, de l'autre part, des structures agiles qui viennent de naître et qui promettent, en effet, de la rapidité dans le déploiement des produits. Mais en fin de compte, les deux mondes ne peuvent pas exister les uns sans les autres. Parce qu'il faut avoir des passerelles pour faire fonctionner des nouveaux produits en cohérence avec les anciens produits ou en complémentarité. Et donc, ça ne sert à rien de lancer des digital factories si on n'a pas une capacité à aligner les gens qui travaillent sur les digital factories avec les gens qui travaillent sur du core banking classique. Donc ça, c'est une conclusion qui était principale, à savoir l'enjeu, c'est de faire converger les ressources internes et de ne pas rester dans des modes en silos, soit des silos dits ou des silos qui ne sont pas dits, mais en tout cas, on a ressenti qu'il y a quand même des silos vis-à-vis de ces demandes qui constitueraient éventuellement des freins vis-à-vis des transformations. Donc ça, c'est relativement un premier enjeu. On a adressé d'autres enjeux que je peux vous détailler en cas de besoin. Est-ce que vous avez identifié la connaissance et l'expérience client comme enjeu ? Tout à fait. Alors, un enjeu principal aussi, c'est le renforcement de la maîtrise de la connaissance client et de l'expérience client. C'est un enjeu très important qui part d'un constat. Alors le premier constat lié à cet enjeu, c'est le fait que les satisfactions et les insatisfactions des clients évoluent très très rapidement. Et par rapport à cette évolution très rapide, le piège à éviter, c'est de continuer à utiliser des démarches classiques d'appréciation de cette satisfaction ou de cette insatisfaction à travers des études classiques qui peuvent durer des mois et des mois, alors que les satisfactions évoluent et changent toutes les semaines, parfois tous les jours. Oui. Et donc, c'est utiliser des outils non appropriés par rapport à une problématique qui évolue très rapidement. Et donc, la préoccupation majeure de tous les acteurs, que ce soit, on parle ici du secteur bancaire, mais ça s'applique aussi à d'autres secteurs, c'est le fait de pouvoir déployer des produits, des services qui sont adaptés aux besoins ou adaptés aux contraintes. En fin de compte, la recommandation, c'est d'aller vers soit de la data science et des démarches big data qui sont très massives, au sens soit outillage ou expertise, mais il faudrait investir dans ce sens-là, et aussi aller vers des démarches de remontée d'informations de la part du réseau et l'impliquer, quand je dis le réseau, c'est le réseau des agences, l'impliquer plus dans la démarche d'identification des besoins clients et avoir des cadres qui permettent d'exploiter ces retours d'une façon bien construite et bien utile pour l'entreprise. Le client est généralement
présent dans les états d'esprit. Mais ce qui est important, c'est pas uniquement la présence, mais l'articulation de cette présence en tant que comportement de la part des collaborateurs, en tant que initiative concrète instaurée au sein de l'organisation et dont l'objectif est clairement orienté client. Et donc l'orientation client n'est pas une question de faire figurer le client de temps à autre dans des slides pour dire « Ok, on sert le client, on a le client dans le centre des préoccupations ». C'est plutôt la façon avec laquelle on repense tous les flux, de façon à ce que, plutôt de manière à ce que on sert le client. Et si je rencontre demain un collaborateur au sein de l'entreprise, je lui demande par hasard quel est le premier objectif de ta journée, je devrais trouver le client présent quelque part. Oui. Alors, le fait est que quand nous faisons ce genre d'exercice au sein des entreprises en général, je peux vous dire que c'est rare que les tâches que la personne est en train de faire est liée directement au client. Après, on peut argumenter que c'est lié, mais je veux bien que le top of the mind, quand je demande à un collaborateur quelle est votre mission actuelle pendant la journée, cette journée, je devrais retrouver un indicateur de performance lié au client. Si ce test est fait et je trouve quelque chose qui n'est pas lié au client dans le top of the mind, dans la première ou la deuxième question, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas orienté client. Donc si ça sort dans les sixièmes pensées, je dirais que on n'est pas orienté comment client. Vous, en tant qu'expert, vous accompagnez vos clients pour réussir cette transformation, notamment l'expérience client? Alors, par rapport à cette question d'expérience client, l'idée c'est de puiser au sein des entreprises dans des champs inexploités. Alors ça, c'est tout un travail de consultant. Oui. L'idée, c'est de dire que les organisations et de reconnaître que les organisations en général, ils n'ont pas une incapacité à résoudre leurs problèmes, mais plutôt une incapacité parfois à voir leurs problèmes. Oui. Et donc l'idée, et ça c'est une devise que nous avons, c'est de dire que la compétence peut être là, l'expertise peut être là, la façon de faire peut être là, mais s'exploiter d'une façon très efficace, mais pour résoudre les mauvais problèmes. Oui. Et donc, si on dirige cette capacité interne vers les vrais problèmes qui servent le client, déjà, c'est une première guerre gagnée. Oui. Et par la suite, donc c'est le fait d'outiller le système. Quand je dis système, c'est les process, c'est les couches managériales, c'est l'alignement top management avec les middle managers, c'est les middle managers avec les collaborateurs et le fait de faire travailler tout le monde en synergie. Tout l'outillage qu'on peut apporter devra servir cet alignement. Mais l'outillage, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une des conclusions de notre étude par rapport à l'expérience client, l'outillage soit technologique et d'autres innovations, c'est l'apport de la data science et du big data dans l'identification d'enjeux clés ou de comportements clés des clients pour mieux les servir, ou bien mieux exploiter les ressources internes pour remonter des informations, de faire des profiling précis de ce que nos clients souhaitent, de ce qu'ils n'aiment pas. Et pour ce faire, il faut cet alignement dont j'ai parlé. Et donc, c'est une sorte de triptyque. C'est tout un travail. Voilà, c'est tout un triptyque qui dépend de l'organisation clairement, parce qu'on trouve parfois des structures où on a un alignement parfait entre une vision et entre les collaborateurs, c'est-à-dire que les collaborateurs croient dans une sorte de vision orientée client, mais là où l'entreprise n'arrive pas à déployer des vrais produits clients, c'est tout simplement parce qu'il y a des conflits intestinaux entre les collaborateurs ou entre les départements. Oui, et donc, exactement. En fin de compte, la vision n'est pas suffisante pour aller au-delà et exécuter une approche orientée client. Et donc, en fin de compte, vous savez, c'est tout un puzzle et c'est pas uniquement 1, 2, 3 éléments. Et donc, c'est pour ça que
Un travail tel que l'étude que nous venons de publier permet de remettre sur les rails l'énergie des cadres, des directeurs généraux et aussi des managers pour aller dans la bonne direction. Et donc, c'est pour ça que les conclusions ou les 5 enjeux que nous avions identifiés, ils sont censés remettre en quelque sorte les priorités des priorités là où il faut. Donc, dans quelques heures, vous allez remettre des prix à des banques. Parlez-nous de ces prix, ces Alors, distinctions. déjà, pourquoi les prix et comment on a fait pour les prix? Oui, en fait, les critères de sélection. Tout à fait. Banques. Alors, c'est important en termes pour expliquer la pertinence et aussi la légitimité de ce genre de prix. Le travail que nous avions fait au niveau de tous les acteurs que vous allez voir tout à l'heure, c'est un travail de diagnostic. Donc nous avons passé pratiquement 4 à 6 semaines chez chaque acteur où on a fait un travail scientifique, de focus group, et puis d'évaluation selon 10 dimensions de ce qui se passe chez eux. Oui, qu'est-ce qui différencie ces banques par rapport aux autres? Alors, ces banques, déjà, ils se sont mobilisés avec nous dans la démarche, ils ont eu la bonne volonté aussi de participer parce que l'exercice, il demande vraiment de l'énergie de leur part et ça demande aussi une mobilisation de notre part chez eux par rapport à l'évaluation des 10 dimensions. Alors, suite à ce travail autour des 10 dimensions, donc nous avons fait ou effectué au sein de chaque entreprise ou chaque banque, nous avions conclu des tendances clés associées à chaque acteur. Et donc ces tendances étaient liées à l'alignement éventuellement, vision et pratique interne, puis on a vu l'ADN culturel de chaque acteur, puis on a vu l'ensemble des projets de transformation. Donc on a essayé de mapper le tout selon la même approche. Alors, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'on a refait la même chose chez plusieurs acteurs de la même manière. Donc on a pu identifier chez chaque acteur quelque chose qui lui est propre et qui est lié à son ADN transformationnel et qui est lié à ce qui fait vraiment sa force en tant qu'entité dans le cadre de ce mouvement transformationnel. Donc c'est ce qu'on a appelé une distinction liée à la transformation de chaque acteur. Et donc ce que vous allez voir, c'est quelque chose de très particulier qui concerne chaque acteur et qui a été récompensé par un prix de transformation. Il y a prix transformation, prix solution. Tout à fait. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on ne s'est pas arrêté au niveau de la transformation. On a vu cette transformation qui est plutôt ce prix de transformation, qui est très spécifique à l'ADN et à la dynamique transformationnelle. Qu'est-ce qu'il a donné concrètement? Et donc, il a donné plusieurs solutions. Donc, on a choisi la plus proche à l'ADN transformationnel de chaque acteur. Et c'est pour ça que ce travail est intéressant, c'est qu'il est tout à fait cohérent et il est légitime, tangible et concret par rapport à tout lecteur de ces études de cas et de ces prix pour s'en inspirer et aussi pour avoir des apprentissages clés liés à ces transformations, que ce soit au sein du secteur bancaire, que ce soit au-delà du secteur bancaire. Et donc, chaque prix, comme j'ai dit tout à l'heure, est associé à une solution concrète, que ce soit une solution de crédit immobilier, une solution d'agence du futur, une solution orientée à l'accès ou plutôt à l'ouverture de digital des comptes, ou bien à des agences style agile où le responsable de la relation client, il a cette capacité de gérer des clients avec des tablettes qui ont le rôle d'une quasi-agence. Voilà, donc c'est des innovations qui font qu'on souhaite donner du concret par rapport aux différentes parties prenantes qui souhaitent s'inspirer de ces banques que nous tenons d'ailleurs à féliciter par rapport à leur engagement, mais aussi par rapport à la qualité de ce rendu qu'ils apportent à leurs clients. Si vous aviez à passer un message à vos clients, M. Ndiouz, que leur diriez-vous? Alors, je leur dirais que tout ce que nous avons exposé dans le cadre de cette étude sont des vraies clés de réussite.
il faudrait avoir un recul assez imposant pour essayer de s'inspirer de toutes ces histoires qui reflètent des cas concrets, d'initiatives qui ont eu des impacts réels sur des organisations qui sont très, très larges au sens complexité, mais aussi au sens impact de leur travail. Donc la première recommandation, c'est de s'inspirer de plus en plus de ces travaux, de ces résultats. Et puis aussi de savoir que ce qui est très intéressant dans le cadre des transformations et du changement général, c'est qu'on vit dans un monde gouverné par beaucoup et énormément d'effets d'annonce. Et donc ces effets d'annonce dont souffrent énormément d'entreprises, ils souffrent des comportements de leurs concurrents avec clairement des effets d'annonce qui perturbent l'énergie de ces entreprises, qui perturbent la capacité de concentration et d'orientation vers l'essentiel. Moi, je dirais qu'il faut avoir la capacité et la longueur d'avance de ne pas prêter attention aux effets d'annonce, de bâtir sur l'ADN transformationnel, de bâtir la transformation clairement sur l'identité de chaque entreprise, sur ce qu'on fait de mieux, ce qui nous distingue réellement. Parce que c'est cette façon qui permet de pérenniser plus l'existence de l'entreprise, qui lui permet d'avancer, de se développer et de développer des collaborateurs qui sont fiers de leur entreprise et pas d'être dans la course des effets d'annonce, la course au time to market. Et cette course effrénée ne peut être que destructrice de valeur pour l'entreprise et pour l'écosystème. Merci. Merci, M. Hendous, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.